Est-ce que, bon, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Presque. Je peux commencer? معلش ايه معلش كانوا فاهمك. Je peux commencer ou la mazal? 14 personnes. Je peux commencer. معلش. Donc, comme premier cours, après l'introduction sur le système immunitaire, on va voir les organes lymphoïdes. Donc, ce sont des organes qui sont à l'origine de la nutrition, la différenciation et sont à l'origine aussi de la réponse immunitaire. Donc, on aura deux lymphoïdes, les organes lymphoïdes centraux et les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires. Donc, comme rappel, le système immunitaire est de plusieurs éléments. Il y a les organes, c'est les organes lymphoïdes, les tissus et les cellules et les molécules. Donc, on a les organes, les tissus, les cellules et les molécules. Les molécules peuvent être membranaires ou solides. C'est quoi l'immunité? C'est les mécanismes qui assurent un organisme de connaître soi et de le tolérer. Donc, on n'aura pas logiquement de réponse immunitaire vis-à-vis des antigènes du soi. Sinon, on aura des maladies immunes. Et en même temps, c'est connaître le non-soi et de le reconnaître. Donc, le non-soi, il y en a plusieurs, comme par exemple les micro-organismes. Le système lymphoïde lymphoïde, c'est un organe individualisé ou encapsulé, spécifique et capsulé. Comme les organes lymphoïdes sont primaires, et on peut avoir des tissus lymphoïdes périphériques ou secondaires, comme les lymphocytes, qui exercent leur fonction effective. Donc, ce système lymphoïde est divisé soit d'organes individualisés, soit des tissus, soit des cellules. Et dans ces organes lymphoïdes, on a les organes lymphoïdes et les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes primaires ou centraux, on les appelle aussi centraux, c'est le thymus et la moelle osseuse. Et on a les lymphoïdes secondaires, il y en a plusieurs. Les plus importants sont les gangliarates, le MALT. Donc, le MALT, le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Et on a tissus lymphoïdes, comme les anneaux de Valdeyer, les plaques de PR, qui sont liés généralement avec le MALT. Et donc, on a les organes lymphoïdes primaires, qui sont le thymus et la moelle osseuse, qui sont à l'origine. Donc, le rôle principal de ces organes lymphoïdes centraux, c'est la différenciation et la maturation des cellules immunocompétentes, lymphocytes T, lymphocytes B.
Malgré que la moelle osseuse, elle est à l'origine des autres lignes cellulaires comme les plaquettes, les mastocytes, les macrophages, les éosinophiles, les polyères, ainsi de suite. Et on a les organes lymphoïdes périphériques, comme les ganglions, la rate et le mal, ces tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, qui sont à l'origine, donc le rôle de la lymphoïde périphérique ou secondaire, ils sont à l'origine de l'hébergement des cellules immunocompétentes. Parce que les cellules immunocompétentes, leur maturation est faite au niveau des organes lymphoïdes centraux. Et après, elles ont migré au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Ils sont le siège de la majorité des réactions immunitaires. Parce que c'est des cellules déjà matures, immunocompétentes. Et donc, l'initiation de la réponse immunitaire spécifique ou adaptative, elle se fait au niveau de cet organe lymphoïde secondaire. Donc, les lymphocytes, c'est quoi ces lymphocytes? Ce sont les plans majeurs de cet organe tissu, dont l'ensemble forme le système lymphoïde. Lorsqu'on parle des organes lymphoïdes ou le système lymphoïde, l'élément clé, c'est les lymphocytes. Les cellules effectuent la réponse immunitaire adaptée. Donc, ces lymphocytes sont les composants majeurs. Ils sont aussi les cellules effectrices de la réponse adaptative. D'accord? Ou spécifique. Lorsqu'on parle adaptatif, c'est spécifique. On les retrouve, les lymphocytes, on les retrouve à l'intérieur des organes lymphoïdes. Et ces cellules interagissent avec d'autres types cellulaires au niveau de ces organes lymphoïdes. Sinon, ni maturation, ni prolifération, ni activation. Donc, ils vont interagir avec plusieurs cellules à l'intérieur de ces organes lymphoïdes. Ces cellules qui assurent l'interaction avec les lymphocytes sont des cellules présentatrices d'antigènes, les macrophages, les cellules réticulaires et les cellules épithéliales. Donc, ces cellules sont importantes pour la maturation des lymphocytes, pour la sélection à laquelle ils seront soumis. D'accord? Lorsque je parle de la sélection, l'intérêt de la sélection, c'est pour sélectionner les lymphocytes T ou B non autoréactifs. Ça sous-entend que les lymphocytes T ou B autoréactifs vont être éliminés au niveau des organes lymphoïdes centraux. Lorsque je parle de lymphocytes T ou B autoréactifs, c'est les lymphocytes qui sont éliminés au niveau des organes lymphoïdes centraux. Sinon, imaginons que les lymphocytes ne sont pas éliminés. Ils vont passer dans la circulation périphérique. Puisque c'est des lymphocytes réactifs, ils vont réagir contre les organes. Donc, on aura apparition de maladies. C'est pour ça que les lymphocytes autoréactifs vont être éliminés au niveau de ces organes lymphoïdes centraux. Donc, on commence par les organes lymphoïdes centraux ou primaires. Les cellules qui participent à l'immunité sont soit isolées dans le sang ou dans les tissus, regroupées en organes et tissus lymphoïdes. C'est connu. Les organes lymphoïdes primaires produisent chaque jour de nouveaux lymphocytes. Des millions de lymphocytes vont être produits chaque jour. Des millions de lymphocytes. À partir de précurseurs cellulaires T dans le thymus et précurseurs B dans la moelle osseuse. Ils sont processus. Donc, on aura une prolifération, une multiplication intense de ces précurseurs. Et après, on a une diversification. Chaque lymphocyte produit ont une capacité de reconnaissance antigénique différente. Donc, on a plusieurs clones. Et chaque clone va avoir une spécificité vis-à-vis d'un antigène bien précis. Et à la fin, on aura une sélection. Donc, la sélection d'intérêt, c'est pour éliminer les lymphocytes autoréactifs. Quels sont les caractères généraux de ces organes lymphoïdes centraux? Et ces organes lymphoïdes centraux apparaissent tôt dans l'embryon. Juste après, donc, les premiers jours ou les premières semaines, il y aura apparition de ces organes lymphoïdes centraux. Ils sont situés en dehors
en dehors des voies de pénétration et de circulation des anticorps. Donc, nous vont être mis au contact avec les micro-organismes. Leur développement est donc indépendant de toute stimulation antigénique. Sans stimulation antigénique, ils vont se développer correctement. Ils sont le siège de la maturation, de la différenciation des lymphocytes et de leur éducation. Donc, maturation, éducation et différenciation des lymphocytes au bout de ces organes lymphoïdes centraux pour arriver à la fin aux lymphocytes T ou B matures naïfs. Lymphocytes T ou B matures naïfs. Naïfs, ça veut dire qu'ils ne sont pas mis en contact avec un antigène exogène. C'est le d'élimination des lymphocytes autoréactifs. Ça, c'est les caractères généraux de ces organes centraux. On commence par la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est quoi? C'est un organe hématopoïétique. En réalité, ce n'est pas un vrai organe lymphoïde parce qu'elle est à l'origine de notre lignée cellulaire. Ce n'est pas celle-ci. Donc, la moelle osseuse est un organe hématopoïétique. On y trouve toutes les lignées sanguines. Donc, est à l'origine de plusieurs lignées sanguines. Son importance est primordiale pour le système immunitaire. Elle est à l'origine de tous les précurseurs des différentes populations. Elle est de distribution ubiquitaire, donc au niveau des os. Elle occupe l'espace libre à l'intérieur des os. Elle est à l'origine de la totalité des cellules hématopoïétiques. Il y a la cellule souche myéloïde qui va donner la cellule lymphoïde et la cellule myéloïde. La cellule souche lymphoïde va donner les cellules NK, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et les lymphocytes B vont donner la plasmocyte. Et actuellement, on parle même qu'une sous-population de cellules dendritiques qui peuvent être où l'origine est les cellules lymphoïdes. D'accord? Et il y a la cellule souche myéloïde qui va donner les autres lignées cellulaires. Les basophiles, les neutrophiles, les éosinophils, les monocytes, les macrophages, les platelets, les globules rouges, les lymphocytes et les basophiles. D'accord? Et donc, chez l'homme, les cellules B, les lymphocytes B, se développent à partir des cellules souches hématopoïétiques. Au niveau du foie fœtal, c'est le site principal de développement des cellules B durant la vie fœtale. Donc, on aura plusieurs étapes pour avoir une lymphocyte B mature. La première étape, c'est les cellules B pré. Elles apparaissent dans le 8e semaine de gestation. Et après différenciation, on va avoir les lymphocytes B immatures. Et donc, ça se voit au 9e semaine de gestation. Et à la fin, on aura les lymphocytes B matures. Donc, ça se voit, on peut avoir les lymphocytes B matures à partir du 2e semaine de gestation, c'est-à-dire du 4e mois, fin du 3e mois et début du 4e mois. Donc, on peut avoir lymphocytes B matures. La moelle osseuse prend donc l'origine des lymphocytes B au début sur le foie fœtal et après la moelle osseuse qui va prendre le relais en milieu de gestation et continue durant la vie adulte. Donc, on a la moelle osseuse qui va prendre le relais du foie fœtal. Et donc, au niveau de la moelle osseuse, on aura la maturation de lymphocytes B dans la moelle osseuse. Ce schéma résume un peu les différentes étapes de la maturation. Il y a les précurseurs de lymphocytes B, entrer en contact avec les cellules réticulaires, et on aura la maturation, la différenciation de ces lymphocytes B au contact des cellules réticulaires. Et après, ces cellules vont subir une sélection. Donc, il y aura élimination des lymphocytes B autoréactifs. À la fin, pour avoir les lymphocytes B matures non autoréactifs qui vont migrer par soit le sang, soit par
la circulation lymphatique au niveau des organes, surtout les organes lymphoïdes périphériques. D'accord? Les progéniteurs plus précoces des cellules B interagissent avec les cellules réticulaires stromales. Ces cellules réticulaires stromales induisent à l'origine de la prolifération et la maturation des précurseurs des cellules B. Donc, au cours de ces processus, il y aura une sélection qui survient, qui aboutit à l'apoptose de quelques cellules B. C'est l'apoptose de quelques cellules B, ces cellules autoréactives, et à la phagocytose de ces cellules par les macrophages. Donc, il y aura élimination des lymphocytes B autoréactifs. Les lymphocytes donc B qui ont survécu à la sélection, après cette sélection, ils vont poursuivre leur maturation et pénètrent dans la circulation à travers les sinusoïdes de la moelle osseuse. Donc, ils vont entrer dans la circulation soit sanguine, soit aérienne. Ils vont circuler par le sang, soit par la circulation lymphatique. Le thymus, c'est un organe bilobé, donc il est formé par deux de la cavité thoracique. Il est situé en avant du cœur et des grands vaisseaux sanguins. Donc ça, c'est la localisation sur le plan anatomique. Chaque lobe est organisé en lobules. Et dans chaque lobule, il y a des cellules lymphoïdes qui sont disposées en un cortex externe. Donc il y a le cortex externe qui contient la majorité des thymocytes immatures et en prolifération. Il y a une médullaire interne qui contient des cellules immatures, ce qui indique l'existence d'un grade de différenciation. Donc, les cellules, les lymphocytes, les précurseurs des lymphocytes T, ils vont se localiser au premier lieu au niveau du cortex et ils vont migrer après au niveau de la médullaire. Et lors de cette migration, il y aura maturation et sélection. Les vaisseaux sanguins principaux qui est régulent, donc le trafic, c'est la migration cellulaire dans le thymus, sont les vénules à endothélium élevé de la jonction cortico-médullaire. Donc, il y a une jonction cortico-médullaire au niveau du lobule thymique. C'est à travers ces vénules que les progéniteurs du T, formés dans le foie pœtal et la moelle osseuse, entrent dans les poches épithéliales et vers le cortex. Donc, les cellules de la moelle osseuse ou du foie pœtal vont migrer à travers les vénules, passer au niveau du cortex externe et après, ils vont migrer au niveau de la médule. Ce schéma montre la structure du thymus, les lobes et la situation au niveau des gros. Donc, sur le plan structural, il y a la corticale et la médulaire. Donc, ce thymus est formé par des lobes et chaque lobe est formé par des lobules. Et chaque lobule est à une corticale et à la médulaire. Il y a aussi, ce thymus est protégé par une capsule thymique. Et on a, entre la corticale et la médulaire, c'est la jonction cortico-médulaire. Et au niveau de chaque partie, il y a ces thymocytes avec d'autres cellules, comme les cellules dendritiques, les cellules, d'accord, qui assurent la maturation et la différenciation et l'éducation de ces thymocytes. Au niveau du cortex, le cortex est riche en thymocytes et il est riche aussi en cellules épithéliales corticales. Et en même temps, on peut retrouver des prophages au niveau de la jonction cortico-médulaire. Et au niveau de la médulaire, on a la corpus de Hassel, formé par plusieurs cellules, les cellules épithéliales médulaires et les cellules présentatrices d'anticorps. Donc, les thymocytes, les thymocytes retrouvés au niveau de la médulaire sont plus matures par rapport aux thymocytes retrouvés au niveau du cortex. Parce que le sens de l'opération se fait du cortex vers la médule. D'accord? Donc, on a le stroma thymique. Au niveau du thymus, il n'y a pas que les lymphocytes. Il y a les cellules épithéliales, les cellules réticulaires, et on a aussi, dans la médulaire, se regroupe en corpuscule de Hassel. Donc, c'est ces déformations ovalaires, on les voit au niveau de la médule.
Bon, ça, c'est l'ontogenèse du thymus. Le thymus est issu d'une ébauche provenant du troisième et quatrième poche pharyngée. C'est pas très important. Ça, c'est l'origine du thymus. Disons que vers la 9e, on aura le début de la colonisation par des cellules souches hématopoïétiques. Donc, les cellules souches hématopoïétiques lymphoïdes vont coloniser le thymus vers la 9e semaine. Donc, le début de la colonisation, c'est vers la 9e semaine. Et vers la 6e semaine, donc fin du 4e mois, début du 5e mois, il y aura apparition des premiers lymphocytes matures. Et vers la 20e semaine, le thymus termine son organogenèse. Donc, on aura un thymus complet vers la 20e semaine. Donc, c'est à peu près c'est fin du 5e mois. Et l'intérêt, donc, quel est le rôle principal du thymus? Le rôle principal du thymus, il permet la sélection T. Je parle de sélection des lymphocytes T. L'intérêt, c'est pour garder les lymphocytes T autoréactifs. Théoriquement, élimination de la totalité des lymphocytes T autoréactifs. En principe. Mais malgré ça, il y a quelques exceptions. Il y a quelques lymphocytes T actifs qui vont passer cette sélection. Donc, il y a les protémocytes. Donc, c'est les cellules, on a les souches hématopoïétiques, migration vers le thymus. Donc, la différenciation vers les cellules souches. Ces souches lymphoïdes, il y aura une différenciation vers les lymphocytes T, vers les lymphocytes B. Donc, la cellule souche lymphoïde qui va donner après lymphocyte T, donc elle va passer par ces différentes étapes. La première étape, c'est les protémocytes. Ils sont caractérisés par la présence de deux molécules, CD34 et la TDT. D'accord? C'est des molécules caractéristiques de ces protémocytes. Ces protémocytes, donc, au niveau de la corticale, ils vont passer au niveau de la corticale. La première étape, c'est au niveau de la corticale. Donc, c'est au niveau de la corticale, on aura surtout le plus important, apparition d'autres molécules. Mais le plus important dans cette maturation, c'est le réarrangement des gènes de TCR, le récepteur spécifique. C'est ça l'étape la plus importante. Le phénomène le plus important, c'est ça. On aura un réarrangement des gènes TCR. Et donc, ces pomocytes vont donner soit lymphocytes T à TCR alpha bêta ou les lymphocytes T à TCR delta. Donc, déjà, par rapport au récepteur, on a deux types de lymphocytes T. Les lymphocytes T à TCR alpha bêta, les lymphocytes B à TCR, les lymphocytes T à TCR gamma delta. Les lymphocytes T à TCR alpha bêta déjà représentent 90% des lymphocytes T. Les autres, c'est 10%. Ces lymphocytes T, ce qui représente la majorité de TCR alpha bêta, qui représente la majorité des lymphocytes T, sont caractérisés par la présence de deux molécules qui sont très importantes. C'est les molécules CD4 et donc ces molécules, ces cellules vont subir une sélection positive. Les cellules qui passent cette sélection positive vont passer. Donc, il y aura des cellules qui vont être éliminées par apoptose. Les autres, sélectionnées, vont passer au niveau de la médulaire. Et au niveau de la médulaire, on aura une sélection. On aura une dernière différenciation au niveau des organes lymphoïdes centraux. La différenciation, donc on aura des lymphocytes à alpha bêta, soit qui présentent soit CD4, soit CD8. Donc, c'est moins que n'exprime pas CD4. Ces cellules expriment CD8. Donc, soit CD4 plus, soit CD8 plus. D'accord? Et donc, on aura soit les CD4, soit les CD8.
et s'appelle la sélection négative. Et même à ce niveau, il y a des lymphocytes qui vont être éliminés par rapport. Pour avoir à la fin l'intérêt de cette sélection, c'est pour avoir à la fin des lymphocytes T matures, naïfs, non autoréactifs. Sa sélection se fait par rapport au CMH et par rapport aux peptides présentés par le CMH. D'accord? La sélection positive, ça se fait par rapport à... Donc, il y a le TCR qui va reconnaître le CMH. On aura une sélection positive. Et à la fin, la deuxième étape, ça s'appelle la sélection négative. Ça se fait par rapport au peptide. D'accord? Donc, ça sera TCR qui va reconnaître le CMH présentant un peptide. Donc, s'il y a reconnaissance, il y aura élimination. La première étape, s'il y a reconnaissance du CMH, il y aura une sélection. La deuxième étape, s'il y a reconnaissance du peptide du soi, il y aura élimination. Parce que c'est lymphocytes qui vont reconnaître le peptide présenté par le CMH. On les appelle lymphocytes T autoréactifs qui vont être éliminés. Donc, à la fin, on garde seulement les lymphocytes T matures, naïfs, non autoréactifs. Donc, l'étape de sélection intrathémique permet la génération des répertoires T. Les lymphocytes T sont utilisés à reconnaître le soi et à le tolérer. Ils quittent le thymus pour aller localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires. C'est R dépendant. Ces lymphocytes T matures ne vont pas rester au niveau du thymus. Ils vont migrer au niveau des organes lymphoïdes secondaires, comme la rate, comme les ganglions, comme le malte. Donc, ils vont migrer et ils vont se localiser au niveau des sites bien déterminés. Parce qu'au niveau des organes lymphoïdes centraux, périphériques ou secondaires, il y a des zones spécifiques pour les T, il y a des zones spécifiques pour les B, il y a des zones mixtes. D'accord? Ils vont migrer au niveau des RT dépendants. Et donc, ces lymphocytes vont pénétrer par voie sanguine, peuvent circuler après d'un organe lymphoïde à un autre par voie lymphatique. Donc, il y a toujours, ces lymphocytes ne vont pas être fixés dans un organe. Ils circulent par la circulation sanguine et par la circulation lymphatique. Les lymphocytes T en attente d'une éventuelle rencontre avec l'antigène. Donc, ils sont localisés. Donc, ils sont localisés après migration au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Ils vont attendre contact avec un antigène. On les appelle, donc avant contact avec un antigène, on les appelle les lymphocytes T naïfs. Et donc, quel est le rôle du thymus dans les réactions immunitaires? C'est la maturation et l'éducation et la sélection des lymphocytes T. C'est très important. Et on peut parler, parfois, on a une dysgénésie, donc syndrome de Desgeorges. On peut avoir syndrome de Desgeorges par absence congénitale du thymus. L'absence congénitale du thymus, elle peut être totale et ça donne un syndrome de Desgeorges grave, comme elle peut être partielle. Et donc, la gravité, elle est en fonction de l'absence soit totale, soit modérée du thymus. Donc, c'est pas, même dans le syndrome de Desgeorges, il y a les formes graves et les formes modérées. Le signe le plus précoce, c'est la tétanie hypocalmique néonatale. Parce que l'ébauche du thymus et des parathyroïdes sont communes. Donc, s'il y a absence de thymus, il y aura automatiquement absence de la parathyroïde. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette tétanie hypocalmique, par manque de parathyroïde. Et on ne trouve pas de lymphocytes circulants, parce qu'il n'y a pas d'organes qui assurent la maturation de ces lymphocytes T. Et on aura une réponse immunitaire cellulaire profondément altérée. Donc, pas de réponse immunitaire cellulaire. La réponse immunitaire hémorale, elle sera aussi très altérée, parce qu'en réalité, il n'y a pas de réponse cellulaire hémorale, il y a une coopération. Par absence de coopération entre T et B, on aura une réponse hémorale très altérée.
Et à la fin, on termine par l'involution du thymus. Le thymus régresse avec l'âge et la régression commence à la puberté, mais sans disparition totale. Donc, on aura diminution du volume du thymus, mais il n'y aura jamais de disparition totale. D'accord? Ça, le schéma qui présente la régression du thymus. Et ça touche donc la corticale et la médulaire. D'accord? Il y a la régression qui touche les deux parties. La lymphopoïèse diminue lentement avec l'âge et il n'y aura jamais disparition de cette lymphopoïèse. Et on passe aux organes lymphoïdes périphériques. Je pense qu'on va arrêter cette séance et on va arrêter. Et juste après, 5 minutes après, on va reprendre une deuxième séance. On va voir les organes lymphoïdes périphériques. La deuxième partie est consacrée aux organes lymphoïdes périphériques. On les appelle aussi les organes lymphoïdes secondaires. Les caractères généraux de ces organes lymphoïdes secondaires, c'est leur structure et de type réticulo-endothélial. Sur le plan cellulaire, ils sont formés par des structures réticulo-endothéliales. Donc, il y a surtout les cellules endothéliales au niveau de ces organes lymphoïdes périphériques. Leur développement est plus tardif que les organes lymphoïdes primaires. Donc, ils vont apparaître tardivement, n'atteignent leur vrai développement qu'après la naissance. C'est important. Donc, c'est après la naissance qu'il y aura stimulation antigénique. Donc, ils vont se développer correctement juste après la naissance. Ce sont les lieux donc, de rencontre et de contact entre antigènes et cellules effectives par l'intermédiaire des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, il y aura le contact. Il y aura contact antigène lymphocyte par l'intermédiaire des cellules présentatrices d'antigènes. Ils sont répartis dans toutes les zones par lesquelles peut pénétrer un antigène. Donc, ça couvre la totalité de l'organisme. Donc, ils sont le site de surveillance du corps humain. C'est le siège de la réponse immunitaire adaptative ou spécifique. Le développement complet nécessite des sollicitations antigéniques. Donc, sans stimulation antigénique, il n'y aura pas le développement correct de ces organes lymphoïdes périphériques. C'est la présence de compartiments fonctionnels différents après dominance T ou B. Donc, il y a des sites, soit des aires T dépendantes, soit des aires B dépendantes au niveau de ces organes lymphoïdes périphériques. Ce schéma résume un peu la localisation des différents organes lymphoïdes périphériques. Les ganglions, la rate et, bon, le mat, on ne peut pas le voir, environ 1000 dans tout l'organisme. Donc, ça permet la surveillance de nombreux territoires. Donc, la totalité de l'organisme est protégée. Ce sont des petits, donc on parle des ganglions pour le moment, ce sont des petits organes réniformes sous forme de rein de 1 à 15 mm de diamètre. C'est très petit comme organe. Mais l'avantage de ces ganglions, ils sont très nombreux, ils sont éparpillés presque au niveau de donc tout l'organisme. Donc, ils vont permettre une surveillance correcte de la totalité de l'organisme. Ils sont entourés d'une capsule conjonctive comme le thymus, dense avec des cloisons incomplètes à l'origine de la formation des lobules, disposés sur le trajet des voies lymphatiques. Donc, il y a les voies lymphatiques afférentes et efférentes qui passent à travers ces ganglions. La circulation lymphatique s'effectue dans un seul sens, afférente et efférente. Ce schéma montre
la structure détaillée des ganglions. Donc, il y a la capsule conjonctive qui couvre les ganglions. Il y a la partie cortex comme le thymus, le paracortex et la médullaire. Donc, il y a quelques différences. Au niveau du thymus, il y a le cortex et la médullaire. Ici, il y a le cortex et le paracortex et la médullaire. Et donc, pour le thymus, c'est spécifique pour les lymphocytes T. Par contre, pour les ganglions, il y a des aires T dépendantes, il y a des aires B dépendantes. Donc, il y a le cortex, paracortex et la médullaire. Et on trouve aussi la circulation sanguine, artères et veines, et la circulation lymphatique avec le lymphatique afférent, là où il y a pénétration des lymphocytes qui vont pénétrer dans les ganglions, et le lymphatique efférent, donc il y aura sortie de ces lymphocytes par le lymphatique efférent. Et on trouve au niveau de la médullaire des follicules primaires et des follicules secondaires avec un centre germinatif. Donc, il y a le cortex T dépendant. La médullaire, c'est pour les lymphocytes B. Non, pardon, le cortex. Donc, il y a le cortex pour les lymphocytes B, le paracortex pour les lymphocytes T et la médullaire pour les lymphocytes T et B. C'est une zone mixte. Donc, au niveau de la corticale, au niveau du cortex, on trouve les follicules primaires et les follicules secondaires. Quelle est la différence? Follicules primaires et secondaires, c'est les follicules primaires, lors de l'activation, ils vont se différencier. Donc, ils vont passer en follicules secondaires, là où il y a une prolifération très importante des lymphocytes B. Donc, il y aura une prolifération importante des lymphocytes B et la follicule primaire devient follicule secondaire. Et donc, le cortex est surtout une zone B dépendante. Donc, à ce niveau, il y a les follicules lymphoïdes primaires et les follicules secondaires qui sont reconnaissables par leur centre germinatif. La différence entre follicules lymphoïdes primaires et secondaires, c'est la présence d'un centre germinatif au niveau des follicules secondaires. Le paracortex contient essentiellement des lymphocytes T. Les lymphocytes T quittent la circulation sanguine pour entrer dans le paracortex en traversant l'endothélium élevé des venules postcapillaires. Maintenant, la différence entre les organes centraux et périphériques, ici, on parle des lymphocytes, soit T, soit B matures. Ils sont déjà matures. La médullaire contient des cordons cellulaires faits de lymphocytes T et B, donc elle est une zone mixte, et des plasmocytes. Les lymphocytes quittent le ganglion par le canal lymphatique efférent. Donc, pour y aller au niveau du site de l'inflammation ou de l'infection. Quelques cellules B prolifèrent dans la zone sombre du centre germinatif. Cette prolifération aboutit à une expansion clonale. Donc, la prolifération des cellules B matures, naïves, au niveau du ganglion, elle se fait au niveau des centres germinatifs. D'accord? Et donc, au niveau du centre germinatif des follicules, cette prolifération, elle est due à l'activation, à la présentation d'un antigène. Cette prolifération aboutit à une expansion clonale. Donc, on aura une expansion clonale. Un clone va se multiplier par des centaines des milliers de cellules. Et s'accompagne d'hypermutation somatique des gènes de la région V des immunoglobulines. Donc, c'est quoi ça accompagne d'hypermutation somatique des gènes de la région V des immunoglobulines? C'est les gènes qui codent pour la région variable du récepteur des lymphocytes B qui s'appelle le BCR. D'accord? C'est le BCR. Donc, il y aura une expansion clonale avec une hypermutation somatique. L'intérêt de l'hypermutation somatique, elle augmente l'affinité vis-à-vis des antigènes, ce qui génère des cellules B de même spécificité, mais d'affinité différente. D'accord? Donc, cette hypermutation est à l'origine de l'augmentation de l'affinité vis-à-vis des antigènes. Dans la zone claire, les cellules B, donc la zone claire des follicules, les cellules B dont les mutations ont été désavantageuses ou qui sont de faible affinité
vont être éliminés par apoptose, donc par les macrophages. Les cellules d'affinité appropriées, donc correctes, vont rencontrer l'antigène à la surface des cellules dendritiques folliculaires et avec l'aide des lymphocytes T, ça nécessite une coopération avec les lymphocytes T. Donc, il y a la cellule présentatrice d'antigène. Pour les B, c'est la cellule dendritique folliculaire. CDF, c'est la cellule dendritique folliculaire. Elle va présenter l'antigène à la surface. Donc, pour les lymphocytes B, mais cette présentation nécessite la coopération des lymphocytes T, donc pour avoir une commutation de classe, pour avoir la synthèse d'autres isotypes. C'est ça la commutation de classe. Parce que lors de la première stimulation, on aura synthèse que des EGM. Lors des stimulations ultérieures, s'il y a coopération avec les lymphocytes T, il y aura cette commutation de classe. Donc, après, ils vont quitter le follicule comme cellule B mémoire au précurseur de plasmocyte. On passe à la deuxième organe, la rate, situé dans l'hypochondre gauche, forme ovale, organe lymphoïde le plus volumineux. Bon, ça, c'est la structure, c'est pas très important. Mais caractérisé par l'absence de drainage, par une circulation lymphatique. Donc, branché sur la circulation sanguine seulement. Donc, il n'y a pas de drainage par une circulation lymphatique. Le rôle, c'est l'épuration du sang. Donc, c'est les antigènes qui pénètrent par voie sanguine qui vont être éliminés au niveau, qui vont être éliminés au niveau de l'arbre. Donc, l'antigène qui pénètre par voie sanguine va être capté par les cellules de l'immunité innée, les cellules présentatrices d'antigènes. Ils vont migrer au niveau de la rate. Ils vont présenter l'antigène pour les lymphocytes T ou B, d'accord, au niveau de l'arbre. Donc, capture des antigènes injectés dans la circulation sanguine. Ça représente donc, c'est un véritable filtre des antigènes. Donc, il est formé par la capsule, la pulpe rouge, les artérioles et la pulpe blanche. Au niveau de la pulpe blanche, il y a ces cellules lymphocytaires. Donc, c'est un organe à double fonction. C'est éliminer les globules rouges vieillissants et en même temps participer à la défense de l'organe. Donc, c'est pas seulement l'élimination des globules rouges. Donc, la rate est un organe lymphoïde très important. Il permet l'élimination des antigènes qui pénètrent par voie sanguine. Donc, c'est un organe phagocytaire parce qu'il y a plusieurs macrophages à ce niveau. Si on fait une splénectomie chez une personne, cette personne aura une susceptibilité très particulière aux infections bactériennes à germes en capsule. Bon, ça c'est la structure de la rate, elle est formée par la pulpe rouge et à l'origine de la distribution des hématocytes vieillissantes. Et la pulpe blanche, c'est le tissu lymphoïde. Donc au niveau de la pulpe blanche, c'est le tissu lymphoïde qui est situé autour d'une artère centrale. Et la zone qui est retrouvée autour de l'artère, ça s'appelle T-dépendante. C'est comme les ganglions, il y a toujours les zones T-dépendantes ou B-dépendantes. La zone B-dépendante, elle est organisée en follicules primaires et secondaires. C'est presque la même structure que les ganglions. Il y a la zone marginale, c'est une zone mixte, comme la zone médulaire au niveau des ganglions. On passe aux organes lymphoïdes. Le MALT, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses est formé par le GALT et le BALT. Le GALT pour le tissu lymphoïde au niveau du tube digestif et le BALT, c'est le tissu lymphoïde au niveau des branches. Donc, il représente la partie la plus étendue du système immunitaire. C'est au niveau des muqueuses gastriques. Vous imaginez la superficie de cet organe lymphoïde périphérique, le MALT. La surface qu'il couvre, donc, elle est très importante.
assure la protection de plus de 400 mètres carrés de muqueuse. Le nombre de lymphocytes qu'il héberge, donc c'est les caractéristiques du MALT. C'est un tissu lymphoïde qui est diffus, donc toutes les muqueuses, on le retrouve dans toutes les muqueuses. Donc pour le tissu lymphoïde, au niveau gastrique, ça s'appelle le GALT, au niveau bronchique, ça s'appelle le BALT. Allô? Oui? Salam, oui? Pardon. Donc, il y a le tissu lymphoïde, c'est le GAT et le BALT. C'est des structures individualisées. Et dans ces structures individualisées, éparpillées surtout au niveau du GALT, on trouve des plaques de PR, c'est au niveau du GALT. On trouve les appendices et les amygdales. Donc, les amygdales, ce n'est pas au niveau du GALT, mais l'appendice, les plaques de PR, c'est au niveau du GALT. Oui. Le nombre, donc, est caractérisé aussi par le nombre et la diversité des stimulations antigéniques et la quantité d'immunoglobuline qu'il synthétise par jour. D'accord? C'est ça les caractéristiques du MALT. Le rôle principal, c'est l'immunité anti-infectieuse. La défense de la muqueuse intestinale est assurée par des moyens non spécifiques et des moyens spécifiques. Donc, même au niveau du muqueuse, il n'y a pas que les cellules immunitaires, de l'immunité adaptative, les lymphocytes T ou B, il y a aussi les moyens de l'immunité non spécifique. Donc, la défense de la muqueuse intestinale est assurée par des moyens non spécifiques, le pH, le péristaltisme, les enzymes, l'acidité gastrique, tout ça, c'est des moyens non spécifiques. Et les moyens spécifiques, le support, c'est les lymphocytes. Le GALT est formé par deux compartiments. On va détailler surtout le GALT parce que c'est le plus important. Le compartiment inducteur, c'est inducteur de la réponse immunitaire. Et les éléments de ce compartiment inducteur sont les plaques de PR, les nodules lymphatiques mésentériques et les ganglions mésentériques. Donc ça, c'est le compartiment inducteur. C'est le site où s'initie la reconnaissance de l'antigène et la réponse immunitaire intestinale. C'est à ce niveau qu'il y aura la présentation de l'antigène par les CPA aux lymphocytes. Donc c'est à ce niveau qu'il y aura l'initiation, l'activation des lymphocytes. D'accord? C'est au niveau des plaques de PR, au niveau du nodule lymphatique mésentérique et au niveau du ganglion mésentérique. Ça, c'est le compartiment inducteur de la réponse immunitaire. Il y a le compartiment effecteur. Donc, après induction, il y aura prolifération, différenciation terminale de ces lymphocytes T et ils vont migrer au niveau du compartiment effecteur qui s'appelle donc soit la lamina propria, soit l'épithélium vileux. C'est le site qui héberge les cellules immunocompétentes parce qu'il y a les cellules naïves et après activation, ils vont se différencier. Donc la différenciation terminale, elle se fait au niveau des organes lymphoïdes périphériques. Donc, elles vont se différencier en cellules immunocompétentes. Donc, c'est au niveau des plaques de PR et d'autres zones lymphoïdes du MALT sont les sites de sensibilisation lymphocytaire. Donc, c'est des sites, c'est les compartiments inducteurs où il y aura une sensibilisation lymphocytaire par la présentation. Donc, il y aura une présentation, donc sensibilisation lymphocytaire vis-à-vis des antigènes qui sont internalisés.
Donc, il y a les plaques de PR et d'autres zones lymphoïdes du mal qui sont les sites de sensibilisation lymphocytaire par les antigènes présentés par les CPA. Et donc, ils vont être internalisés par les cellules M dans l'épithélium associé au follicule. La région du dôme est riche en CPA, donc ils vont assurer la présentation aux lymphocytes. Les lymphocytes sensibilisés par les antigènes après présentation migrent dans les ganglions mésentériques et ensuite vers les sites effecteurs comme les villosités intestinales où on les retrouve dans la lamina propria. D'accord? Donc c'est à ce niveau qu'ils vont avoir une action vis-à-vis des antigènes. Et dans l'épithélium de surface, ce schéma résume un peu les compartiments, les vénules postcapillaires. Ils sortent par les lymphatiques efférentes, donc par les ganglions. Donc, ils vont sortir par les lymphatiques efférents, et passent à travers d'autres ganglions pour atteindre finalement le canal thoracique, entonnoir de la circulation lymphatique qui se jette dans la veine sous-clavière gauche. Donc, ils vont regagner la circulation sanguine. Donc, il y a une circulation sanguine lymphatique de ces cellules. Donc, ces cellules ne vont pas rester dans un organe bien précis. Les lymphocytes pénètrent dans la pulpe blanche de la rate à travers la zone marginale. Ils passent dans les sinusoïdes de la pulpe rouge et quittent la rate par la veine splénique. C'est un peu spécial pour la rate. On a dit que la rate n'a pas de circulation lymphatique. Le terme homing ou domiciliation désigne le processus qui conduit les lymphocytes à peupler un territoire plutôt qu'un autre. Donc, ça veut dire quoi? Donc, cette circulation, elle est guidée. Elle n'est pas au hasard, elle est guidée. Elle est guidée par quel mécanisme? Par la présence des récepteurs et des ligands. Donc, les lymphocytes T, ils ont des récepteurs à leur surface. Les lymphocytes B, ils ont des récepteurs à leur surface. Les tissus ou les organes lymphoïdes, ils ont des ligands. Donc, des ligands qui vont se fixer sur ces récepteurs. Imaginez un compartiment au niveau le compartiment, par exemple, cortical du ganglion, a des ligands qui sont spécifiques pour les lymphocytes B et non pour les lymphocytes T. Donc, lors de la circulation, ces lymphocytes T ne peuvent pas se fixer sur les ligands qui sont exprimés par les cellules de la corticale. Donc, il n'y aura pas fixation des lymphocytes T à ce niveau. Il y aura fixation que des lymphocytes B. Donc, il y a cette circulation qui est guidée par rapport aux récepteurs et ligands. D'accord? Il y a les molécules d'adhésion qui fixent telle cellule et non d'autres cellules. D'accord? Il y a une spécificité entre récepteurs et ligands. Donc, ce n'est pas n'importe quel ligand qui va fixer n'importe quelle cellule. Il y a une spécificité de fixation. D'accord? Il y a une spécificité de fixation. C'est pour ça que les cellules migrent vers des sites bien précis. D'accord? On les appelle les RT dépendants ou B dépendants. C'est par rapport à cette circulation guidée. Ça s'appelle le homing ou la domiciliation. D'accord? Donc, c'est les organes lymphoïdes primaires, c'est le site de développement des lymphocytes, soit T, soit la moelle osseuse. Donc, ils vont migrer, les lymphocytes T matures et B matures, ils vont migrer par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins, d'accord, au niveau des organes lymphoïdes périphériques, au niveau du ganglion, au niveau de la rate, au niveau du PR, au niveau du gros intestin, donc au niveau du malte. C'est des organes lymphoïdes secondaires, c'est le site de réponse aux antigènes étrangers. D'accord? Ils vont rencontrer ici l'antigène. C'est au niveau des organes lymphoïdes périphériques qu'il y aura contact entre antigènes exogènes et ces lymphocytes. Et donc, lors de ce contact, il y aura cette différenciation terminale. Donc, on aura une expansion clonale avec différenciation terminale en cellules effectrices. Donc, on aura des effecteurs qui vont... Donc, ces effecteurs, ils vont migrer après dans les tissus non lymphoïdes. Ce schéma résume un peu la circulation des lymphocytes. Donc, il y a les lymphocytes au niveau sanguin,
Et au niveau sanguin, il y a les cellules endothéliales. Ces cellules endothéliales, après un stimulus, après stimulation par plusieurs molécules, d'accord, ils vont exprimer des molécules d'adhésion. Ils vont exprimer des molécules d'adhésion. Et ces molécules d'adhésion vont capter ces lymphocytes. Donc, ces lymphocytes vont capter ces lymphocytes. D'accord? Les premières molécules d'adhésion qui sont exprimées par les cellules endothéliales, on les appelle les sélectines. Donc, ils vont se fixer sur d'autres molécules exprimées par les lymphocytes. Ça, c'est la première étape de fixation. Ça s'appelle le rolling. La deuxième étape, donc, il y a l'imitation de la vitesse. La deuxième étape, il y a d'autres intégrines, d'autres molécules qui vont être exprimées par ces cellules endothéliales, qui vont fixer d'autres ligands de ces cellules, de ces lymphocytes. Et à ce niveau, il y aura une adhésion ferme et réversible. Lorsqu'il y a fixation des lymphocytes par les intégrines, à ce niveau, la fixation elle sera une adhésion ferme et réversible. Ce qui permet la migration de ces cellules par diapédèse à travers les foyers inflammés. Donc c'est ça le phénomène de circulation des lymphocytes à travers les vaisseaux sanguins, donc par l'intermédiaire des molécules d'adhésion. Et je vous remercie. Donc on a terminé le cours. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été clair? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, je peux quitter?